Bonsoir. Ce soir, je vous propose de vous plonger dans l'histoire captivante de Silas Marner, un roman intemporel de George Eliot. Dans les campagnes anglaises du XIXe siècle, à une époque où la simplicité de la vie rurale cache de profonds drames humains, Silas, un tisserand solitaire, découvre que la véritable richesse ne se mesure pas en or, mais dans la chaleur des liens humains. Ce récit mêle amour, trahison et rédemption, tissant avec délicatesse la trame d'une vie hors du commun. Il explore avec sensibilité des thèmes universels comme la solitude, le pardon et le pouvoir réparateur de l'amour, offrant une histoire à la fois touchante et inspirante. Si l'histoire débute sur une note un peu sombre, elle s'illumine progressivement d'espoir pour s'achever dans une belle harmonie de joie et de réconfort. Bonne écoute et douce nuit. Au tournant du XIXe siècle, dans les petites campagnes, on croisait parfois des figures étranges. De maigres voyageurs, à peine visibles dans la lumière vacillante du crépuscule, se déplaçaient en silence, ployant sous le poids de leur chargement. Ces hommes solitaires étaient des tisserands itinérants, transportant leurs étoffes délicates vers les hameaux voisins, où les femmes attendaient leurs marchandises avec une curiosité mêlée de méfiance. Leur teint blafard, leurs épaules affaissées et leurs gestes précautionneux, empreints de la fatigue des longues heures passées devant le métier, semblaient en décalage avec l'énergie rustique de la vie villageoise. Aux yeux des villageois, ces inconnus suscitaient à la fois fascination et crainte. Dans un de ces villages isolés, appelé Ravelot, vivait un tisserand nommé Silas Marner. Cela faisait 15 ans qu'il s'était installé dans une petite chaumière de pierre, entourée de noisetiers, près d'une carrière abandonnée. Silas était un homme pâle, aux grands yeux bruns et saillants, qui paraissait étrange aux habitants de Ravelot. Le bourdonnement incessant de son métier à tisser fascinait les enfants du village, mais son regard fixe les terrifiait, nourrissant les superstitions locales. On murmurait qu'il possédait des pouvoirs mystérieux, capables de guérir ou de maudire ceux qui lui déplaisaient. Silas était originaire du Nord et avait fui un passé troublant. Avant son arrivée à Ravelot, il menait une vie bien différente. Jeune homme pieux, il appartenait à une petite communauté religieuse, l'église de la Cour de la Lanterne, où il était très respecté pour sa foi et sa droiture. Il avait un ami intime, William Dane, que l'on surnommait son Jonathan, en allusion à l'amitié fidèle et indéfectible entre Jonathan et David dans les récits bibliques. Silas, humble et impressionnable, admirait profondément William, bien que ce dernier affichât une froide assurance qui contrastait avec la simplicité chaleureuse de Silas. Silas était également fiancé à Sarah, une jeune femme douce, avec qui il espérait se marier dès qu'ils auraient économisé assez d'argent. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'un événement bouleverse sa vie. Lors d'une veillée auprès d'un diacre malade, Silas eut un moment d'absence. En reprenant conscience, il constata avec horreur que le vieil homme était mort. Peu après, un scandale éclata. Le sac contenant l'argent de l'église avait disparu, et toutes les preuves semblaient accuser Silas. Son couteau avait été retrouvé près du bureau où l'argent était conservé, et William, son ami de toujours, témoigna qu'il n'avait pu se rendre à la veillée en raison d'une soudaine indisposition. Silas clama son innocence. Il supplia qu'on fouille sa maison, où il n'y avait que ses modestes économies, mais les soupçons restaient pesants. William,
insista sur la culpabilité de son ami, invoquant des explications spirituelles pour justifier l'événement. Lorsqu'un sac vide, autrefois rempli d'argent, fut découvert chez Silas, son sort fut scellé. L'Église, fidèle à ses principes, décida de prier et de tirer au sort pour déterminer la vérité. Le sort déclara Silas coupable et il fut banni de la communauté. Dévasté par la trahison de William et l'abandon de ses frères, Silas affronta une perte encore plus cruelle. Sarah mit fin à leur fiançailles peu après et épousa William. La foi de Silas, autrefois solide, se brisa sous le poids de l'injustice. Il quitta la ville, emportant avec lui une profonde douleur et une méfiance envers Dieu et les hommes. Ravelot devint son refuge, mais aussi sa prison. Coupé du monde, il trouva un réconfort dans son métier et dans l'argent qu'il amassait avec obsession, sa seule source de consolation dans une existence désormais marquée par la solitude et la méfiance. Lorsqu'il arriva à Ravelot, Silas Marner ressentit une profonde désorientation. Il avait quitté sa ville natale, ses croyances et les liens qu'il avait autrefois soutenus. Ce nouvel environnement lui semblait étranger et oppressant. Les haies épaisses et les arbres touffus lui donnaient une impression de confinement, bien différente des horizons ouverts qu'il avait connus. Ravelot était un village prospère, mais indifférent à la foi stricte et rigoureuse qui avait façonné Silas. Ici, la vie semblait insouciante et généreuse, une abondance que Silas ne comprenait pas et qu'il ne partageait pas. Isolé de tout ce qui avait autrefois nourri sa foi, Silas s'était plongé dans son travail de tisserand. Il passait de longues heures à son métier, tissant avec une régularité mécanique, presque instinctive. Ce labeur incessant devint pour lui une échappatoire et une routine réconfortante. Ses journées étaient rythmées par les gestes répétitifs de la navette et par les nécessités simples de la vie: manger, boire et maintenir son espace. Cependant, cette existence solitaire le dépouillait progressivement de toute chaleur humaine ou spirituelle. Un jour, Silas reçut pour son travail une somme importante, 5 guinées en or. Pour la première fois, il ressentit une forme de satisfaction à contempler cette richesse. Ces pièces brillantes, tangibles et immuables lui offraient un substitut à l'amour et à la foi qu'il avait perdus. Progressivement, l'argent devint sa nouvelle passion, un trésor qu'il chérissait et accumulait avec dévotion. Silas commença à cacher ces pièces sous le sol de sa chaumière, dans un pot de fer, les manipulant chaque soir comme un rituel sacré. Malgré son isolement, un incident sembla brièvement rapprocher Silas des habitants de Ravelot. Un jour, il rencontra Sally, la femme d'un savetier, gravement malade. Ayant vu des symptômes similaires chez sa mère, Silas utilisa ses connaissances en plantes médicinales pour préparer une décoction de digital qui soulagea la malade. Ce geste de compassion suscita une vague de curiosité, mais aussi de superstition. Les villageois, impressionnés par ce qu'ils considéraient comme un acte magique, accoururent vers Silas, espérant qu'il pourrait soigner d'autres maux. Mais le tisserand, irrité par ces demandes incessantes, les repoussa un à un. Peu à peu, l'admiration se mua en crainte, renforçant son isolement. Au fil des ans, la solitude de Silas devint totale. Il évitait les interactions, ses journées se résumant à tisser et à contempler son trésor. Ses économies grandissaient, et avec elles, son attachement presque obsessionnel à l'or. Il comptait ses pièces, les empilait et savourait leur éclat. Pour lui,
Ces pièces n'étaient pas seulement de l'argent, mais des compagnons silencieux, des symboles de l'effort accompli et de la sécurité dans un monde qu'il ne comprenait plus. Un jour, un petit incident révéla que l'affection de Silas n'était pas totalement éteinte. Sa cruche, qu'il utilisait quotidiennement pour aller chercher de l'eau, se brisa. Bien que l'objet ne fût plus utile, Silas conserva les morceaux et les replaça soigneusement à leur place habituelle, comme un souvenir précieux. Cet attachement montrait que, malgré tout, Silas n'avait pas perdu toute capacité d'aimer. Pourtant, son isolement et sa fixation sur l'argent avaient profondément altéré son esprit et son corps. À 40 ans à peine, il semblait déjà vieux et flétri, presque méconnaissable. Les enfants du village l'appelaient le vieux maître marneur, effrayé par son apparence étrange et son comportement reclus. La 15e année de son séjour à Ravelot marqua un tournant. Silas vivait une vie rythmée par son métier et son trésor, mais un événement inattendu allait bouleverser son existence et le lier de manière surprenante aux habitants qu'il avait évités si longtemps. Le personnage le plus en vue de Ravelot était le châtelain, Monsieur Casse, propriétaire de la grande maison rouge, en face de l'église. Sa position sociale lui conférait respect et autorité, bien qu'il menât une existence négligée. Depuis la mort de sa femme, la maison manquait de l'ordre et de la chaleur qu'une mère et une épouse auraient apporté. Ses fils, laissés à eux-mêmes, avaient pris de mauvaises habitudes, particulièrement les deux aînés, Godfrey et Dunstan. Godfrey, l'aîné, était un jeune homme autrefois plein de promesses. Bon et charmant de nature, il s'était pourtant égaré, entraîné par son frère cadet, Dunstan, un personnage sournois et manipulateur. Dunstan aimait les jeux d'argent et les intrigues, entraînant souvent Godfrey dans des situations compromettantes. Ces dernières années, Godfrey portait un lourd secret. Un mariage clandestin avec une femme nommée Molly Farren, tombée dans l'alcoolisme. Ce mariage honteux, connu de Dunstan, donnait à ce dernier un pouvoir considérable sur son frère. Un après-midi d'automne, Godfrey se tenait dans le salon sombre et désordonné de la Maison Rouge, en proie à l'anxiété. Il attendait Dunstan, déterminé à lui demander de rembourser une dette importante qu'il avait lui-même contractée à la place de son frère. Mais lorsque Dunstan entra, l'air moqueur et suffisant, il refusa catégoriquement. À la place, il suggéra de vendre Éclair, le cheval préféré de Godfrey, pour rembourser la somme due. La discussion tourna rapidement à l'affrontement. Dunstan, exploitant le secret de Godfrey, lui rappela qu'il pouvait révéler à leur père son mariage avec Molly, ce qui ruinerait sa réputation et ses espoirs d'épouser Nancy, une jeune femme qu'il aimait profondément. Pris au piège, Godfrey céda. Dunstan insista pour s'occuper lui-même de la vente du cheval lors d'une chasse le lendemain. Bien que méfiant envers son frère, Godfrey n'avait pas d'autre choix. Après le départ de Dunstan, il resta seul dans le salon, accablé par les conséquences de ses erreurs passées. Il se sentait prisonnier de ses propres actes et du pouvoir de son frère. Pendant ce temps, Ravelot observait les Casse avec un mélange de respect et de curiosité. Les habitants espéraient que Godfrey, malgré ses faiblesses, redresserait le nom de la famille en épousant Nancy. Mais l'ombre de Dunstan et les secrets de Godfrey menaçaient de tout faire basculer. Par une froide matinée d'automne, Dunstan Casse montait Éclair, le cheval de son frère Godfrey, avec pour mission de le vendre. Dunstan,
rusé et égoïste, voyait cette tâche non seulement comme un moyen d'apporter l'argent à Godfrey, mais aussi comme une opportunité de tirer profit personnellement de la transaction. En passant près de la chaumière de Silas Marner, Dunstan se souvint des rumeurs sur la richesse supposée du tisserand, qu'il gardait jalousement cachée. Une idée lui vint. Silas pourrait être convaincu, par des menaces ou des promesses, de prêter cet argent à Godfrey. Mais l'envie de conclure la vente du cheval et de savourer son rôle de marchand prévint Dunstan d'agir immédiatement. Lorsqu'il arriva sur le terrain de chasse, Dunstan rencontra Brice, un homme qui convoitait Éclair depuis longtemps. Après des négociations rusées, Dunstan conclut un marché pour 120 livres, à condition de livrer le cheval sain et sauf. Toutefois, avide de se montrer à la chasse, il décida de continuer à monter Éclair, malgré les risques. Malheureusement, en franchissant une clôture, le cheval se blessa mortellement sur un pieu. Indemne mais furieux, Dunstan se retrouva à pied, contraint de retourner à Ravelot dans le froid et le brouillard. En chemin, il repassa devant la chaumière de Silas. Voyant une lumière filtrer à travers les volets, une autre idée lui traversa l'esprit. Silas pourrait être absent et son trésor à portée de main. Avec une audace mêlée de curiosité, Dunstan frappa à la porte. N'obtenant pas de réponse, il poussa le loquet et trouva la maison vide, mais chaleureusement éclairée par le feu. Ses yeux, avides, fouillèrent l'endroit. Dunstan remarqua un tas de sable soigneusement étalé près du métier à tisser. En déplaçant les briques dissimulées sous le sable, il découvrit 2 sacs de cuir remplis de pièces d'or. Sans hésitation, il les prit, refit le sol et quitta la chaumière. Dans la nuit noire et sous la pluie battante, il s'éloigna en toute hâte, satisfait d'avoir mis la main sur le trésor du tisserand. Silas Marner revenait lentement chez lui après une course au village pour acheter du cordonnet, fatigué mais apaisé par l'habitude. Il ne se doutait pas que, pendant son absence, son précieux trésor avait disparu. En entrant dans sa chaumière, tout semblait en ordre. Il déposa ses affaires, ajusta son souper et s'assit, impatient de retrouver la compagnie de ses pièces d'or. Quand il ouvrit sa cachette secrète, son monde s'effondra. Les sacs de cuir contenant ses pièces d'or avaient disparu. D'abord incrédule, il chercha partout dans la chaumière, fouillant frénétiquement le lit, le sol et même le fourneau. Finalement, le désespoir l'envahit. L'idée qu'un voleur ait pris son argent s'imposa peu à peu, et il s'accrocha à l'espoir de récupérer son trésor. Silas pensa immédiatement à Jacques Rodney, un braconnier connu dans le village, qui avait autrefois plaisanté sur son argent. Sa décision était prise. Il devait signaler le vol aux autorités pour récupérer ce qui lui avait été arraché. Convaincu que les notables du village, le pasteur, le châtelain ou le constable, sauraient agir, Silas quitta précipitamment sa chaumière sous la pluie battante, oubliant même de fermer sa porte. Il se dirigea vers l'auberge de l'Arc-en-Ciel, un lieu animé et familier où il espérait trouver des figures d'autorité. Là-bas, dans une salle éclairée et remplie de villageois, Silas comptait faire sa déclaration. Pour lui, ces hommes riches et influents représentaient son dernier espoir de retrouver son trésor, ce trésor qui, jusqu'alors, avait été le centre de sa vie. L'auberge de l'Arc-en-Ciel, à Ravelot, était animée ce soir-là. La pluie battante à l'extérieur et le feu chaleureux à l'intérieur en faisaient un refuge accueillant. Autour de la grande salle aux bancs de bois, les villageois s'étaient rassemblés, leurs pipes fumant doucement,
et leurs verres remplis de bière ou d'eau de vie. La conversation démarra lentement, comme souvent lors de ces réunions. Monsieur Snell, l'aubergiste, tenta de briser le silence en évoquant la vache que Bob, le boucher, avait achetée récemment. Cette simple remarque devint rapidement le sujet d'un débat animé. Le maréchal Ferrand, homme fier de son savoir sur les vaches de la région, affirma avec assurance que la bête provenait du troupeau de Monsieur Lametheur. Bob, toujours calme, confirma prudemment. Elle était rouge et c'était une de rame. Mais le maréchal, cherchant la précision, insista sur l'étoile blanche sur le front de l'animal, prêt à prouver sa connaissance des bêtes locales. Cette querelle légère s'envenima quelque peu avant que l'aubergiste n'intervienne pour ramener le calme. « Vous avez tous les deux raison et tous les deux tort. L'Arc-en-Ciel est un lieu de paix. » La discussion dériva bientôt vers la musique de l'église. Monsieur Massey, l'ancien chantre de la paroisse, hocha la tête avec un sourire satisfait en écoutant les plaintes contre Touki, son jeune remplaçant. « Il manque d'un don naturel », affirma Ben Winthrop, un charron jovial, tout en critiquant la voix nasillarde de Touquet. Ce dernier, blessé, tenta de défendre sa position en citant les mots du psaume. « Je pratique ce que je sais. Les piques amicales mais cinglantes entre les membres du chœur firent rire la salle. » L'aubergiste, toujours médiateur, tenta de calmer les esprits en suggérant que chacun avait sa place, bien qu'il fût clair que M. Massey et son ancienneté avaient la faveur générale. Le débat musical s'essouffla, et M. Snell incita M. Massey à raconter des histoires sur les familles locales. Le vieux chantre, flatté, se lança dans un récit sur M. Lametheur, l'un des hommes les plus respectés de la paroisse, et sur son père, venu s'installer dans la région des années auparavant. Massey évoqua avec nostalgie le mariage de M. Lametheur avec Mademoiselle Osgood, une cérémonie qu'il avait aidé à organiser. Le pasteur s'était trompé dans les formules, raconta-t-il, mais tout avait bien fini. L'atmosphère changea lorsque l'aubergiste mentionna les écuries des Garennes, appartenant autrefois à un excentrique nommé Cliff. « Des lumières y apparaissent encore certaines nuits, » affirma-t-il, « et des hurlements se font entendre à l'aube. » Cette légende locale, connue sous le nom de « Congé de Cliff », divisa la salle. Le maréchal, sceptique notoire, déclara avec défi « Je parie 10 livres que je n'y verrai rien. » Mais Massey, convaincu des phénomènes surnaturels, haussa les épaules. « Les revenants n'ont rien à prouver à des gens comme vous, » répondit-il, avec un regard empreint de mystère. Alors que les discussions battaient leur plein, la porte s'ouvrit brusquement. Silas Marner entra, trempé par la pluie, les yeux hagards. La vue de cet homme étrange et solitaire fit taire l'assemblée. Silas, d'une voix tremblante, annonça « On m'a volé, mon or a disparu. » Un silence pesant s'installa. Le groupe de villageois, qui s'était moqué ou méfié du tisserand pendant des années, se trouva soudain confronté à sa douleur et à son désespoir. L'aubergiste fut le premier à réagir. « Asseyez-vous, maître Marner, et racontez-nous ce qui s'est passé. » Ainsi, une soirée qui avait commencé par des querelles légères et des récits folkloriques se transforma en une enquête collective, sous le regard troublé de Silas. « J'ai été volé. Mon or a disparu. Je cherche le constable et le châtelain casse. » Les clients, d'abord méfiants, observaient Silas avec une curiosité croissante. Jacques Rodney, l'un des villageois présents,
devint la cible des soupçons du tisserand. « Jacques Rodney !» cria Silas en le fixant intensément. « Si c'est vous qui avez pris mon or, rendez-le-moi. » Jacques, indigné, protesta. « Moi? Voler votre argent? Je vais vous jeter ma canette si vous continuez. » L'aubergiste intervint pour calmer la situation. « Maître Marner, asseyez-vous et expliquez-vous calmement, sinon personne ne vous écoutera. » Aidé par quelques habitués, Silas fut installé près du feu. Son état misérable suscita peu à peu de la sympathie, et il raconta son histoire. L'absence de traces visibles du vol, le sable et les briques intactes, et surtout la disparition mystérieuse de son précieux trésor. L'audience, bien qu'empreinte de scepticisme au début, ne pouvait nier l'évidence de la détresse de Silas. Monsieur Massey, un ancien respecté du village, conclut « Un homme qui mentirait ne serait pas dans un état pareil. » Peu à peu, l'idée d'un acte surnaturel fit son chemin parmi les villageois, certains murmurant que Marner avait peut-être perdu la protection du diable, si protection il y avait eu. Jacques Rodney, visiblement touché par les accusations initiales, continua de clamer son innocence. Silas, dans un élan de repentir, se leva et lui adressa des excuses. « Je me suis trompé, Jacques. Je n'aurais pas dû vous accuser. Mais je ne sais pas quoi penser. Où est mon or ?» Ce désespoir palpable éveilla une vague de compassion dans la salle. Le maréchal, cherchant à regagner un peu de prestige après son attitude initialement distante, proposa d'organiser une enquête officielle. 2 hommes parmi les plus sensés ici présents devraient accompagner Maître Marner chez le constable. La suggestion fut approuvée, bien que certains rechignèrent à sortir sous la pluie battante. Un débat s'engagea néanmoins sur la personne la plus apte à jouer le rôle de suppléant du constable, ce dernier étant malade. Monsieur Massey insista sur le fait qu'un médecin, même vétérinaire comme le maréchal, ne pouvait légalement exercer cette fonction. Le maréchal, piqué au vif, déclara « Si c'est ainsi, trouvez quelqu'un d'autre. » Après quelques échanges houleux, un compromis fut trouvé. L'aubergiste et le maréchal accompagneraient Silas chez le constable pour organiser une inspection des lieux. Silas, épuisé mais déterminé, fut enveloppé dans un manteau prêté par l'aubergiste. Escorté par ses 2 compagnons, il quitta l'auberge, bravant une pluie incessante. Chaque pas vers le constable représentait pour lui un espoir ténu de retrouver son précieux or. La nuit était froide et sombre, mais le cœur de Silas brûlait d'une seule question. Comment son trésor avait-il pu disparaître? Les heures s'étiraient devant lui comme un long tunnel d'incertitude, illuminé seulement par l'espoir fragile d'un matin qui apporterait des réponses. Lorsque Godfrey Cass revint du bal de Madame Osgood tard dans la nuit, il n'était pas étonné de constater l'absence de son frère Dunstan. Peut-être avait-il préféré passer la nuit à l'auberge de Batterley à cause du mauvais temps, ou peut-être n'avait-il pas encore vendu le cheval éclair. Godfrey, préoccupé par ses propres dilemmes et surtout par ses sentiments pour Nancy, n'accorda qu'une attention distraite à cette absence. Le lendemain matin, Ravelot fut secoué par la nouvelle du vol chez Silas Marner. Tout le village s'agitait pour spéculer sur l'affaire. Les rumeurs allaient bon train, et une boîte à amadou trouvée près des lieux devint rapidement un objet central des discussions. Bien que la boîte ne fût pas celle de Silas, beaucoup y voyaient une piste, d'autant plus qu'un colporteur avait été aperçu dans le village il y a environ 1 mois. Ce dernier, avec son teint basané et son air étrange, devint la cible idéale des soupçons. Les habitants discutaient vivement,
chacun ajoutant des détails ou des souvenirs amplifiés par l'imagination collective. L'épouse du vitrier affirma avoir vu le colporteur porter des boucles d'oreilles en croissant de lune, et d'autres personnes se rappelèrent subitement des détails similaires. Les articles achetés au colporteur furent rassemblés à l'auberge de l'Arc-en-Ciel pour y être exposés, et l'auberge devint le centre névralgique de l'enquête. Cependant, Silas, interrogé par les autorités locales, déclara n'avoir que peu de souvenirs du colporteur, si ce n'est qu'il avait brièvement frappé à sa porte, sans entrer. Malgré cela, le village était convaincu de la culpabilité du voyageur. L'argument principal était qu'un homme louche, rôdant près de la maison d'un tisserand avare, ne pouvait qu'avoir des intentions malveillantes. Godfrey, en apprenant les rumeurs, resta sceptique quant à l'implication du colporteur. Il se souvenait d'avoir acheté un canif à cet homme et le considérait comme inoffensif. Mais son esprit était ailleurs, préoccupé par l'absence prolongée de Dunstan et du cheval. Craignant le pire, Godfrey décida de se rendre à Batterley pour éclaircir la situation. Il espérait secrètement que Dunstan avait simplement tardé à rentrer après avoir vendu Éclair. En chemin, Godfrey croisa Bryce, qui confirma ses craintes. Dunstan avait tenté de vendre Éclair à Bryce pour une somme importante, mais l'animal était mort empalé sur une haie lors d'une chasse imprudente. Dunstan avait ensuite disparu à pied, laissant derrière lui le cheval mort et un accord rompu. Furieux, Godfrey bouillait intérieurement. Ce maudit Dunstan a encore causé des dégâts. Brice tenta de le rassurer, mais Godfrey savait qu'il ne pouvait plus échapper à une confrontation avec son père. La disparition d'Éclair et l'irresponsabilité de Dunstan allaient inévitablement remonter jusqu'à lui. Godfrey savait qu'il devait tout avouer à son père. Non seulement il avait confié Éclair à Dunstan, mais il avait aussi permis à ce dernier de manipuler une somme d'argent qui ne lui appartenait pas. L'idée de mentir davantage ou d'accuser Dunstan d'actes qu'il n'avait pas commis le dégoûtait. « Je préfère supporter les conséquences de mes erreurs que de me déshonorer complètement », se disait-il. Cependant, l'ombre de son mariage secret et l'amour qu'il portait à Nancy l'écrasaient. Comment pourrait-il espérer un avenir avec elle si son père apprenait la vérité? La honte d'un mariage clandestin avec Molly, une femme dont il avait honte, semblait insurmontable. Malgré ses résolutions du soir, l'aube apporta à Godfrey de nouvelles hésitations. La peur des répercussions et l'espoir illusoire que Dunstan ne réapparaisse jamais refirent surface. Le jeune homme se persuada que retarder son aveu pourrait jouer en sa faveur. Peut-être le destin finirait-il par effacer ses problèmes avant qu'il n'ait à agir. Godfrey s'accrocha à cet espoir fragile, convaincu que le silence était sa meilleure chance de préserver sa réputation et ses rêves avec Nancy. Mais au fond de lui, il savait que ce répit n'était qu'une illusion. Chaque instant où il reportait la vérité rapprochait un peu plus la tempête qui menaçait de détruire son monde. Godfrey Cass descendit tôt ce matin-là, bien avant ses habitudes, mais il attendit que ses jeunes frères aient terminé leur repas pour parler à leur père. Le châtelain Cass, un homme corpulent d'une 60aine d'années, entra enfin dans le salon pour déjeuner, un peu grognon et débraillé, mais toujours empreint d'une certaine autorité. « Alors, vous voilà, monsieur. Vous n'avez donc pas encore déjeuné non plus ?» lança-t-il à son fils, sans salutation. « J'ai déjà mangé, père, mais j'ai à vous parler, » répondit Godfrey, visiblement tendu. Le châtelain, installé nonchalamment dans son fauteuil, commença à couper sa viande, partageant distraitement quelques morceaux avec son chien. Entre deux gorgées de bière, il pestait contre les retards de paiement de ses fermiers
et les soucis financiers qui l'accablaient. Godfrey attendit avec appréhension que son père termine son discours pour aborder le sujet délicat. « Il y a eu un accident avec Éclair, père, » commença-t-il prudemment. « Le cheval a été empalé sur un pieu et s'est tué. » Le châtelain s'interrompit, stupéfait. Empalé, et qui montait ce cheval? Godfrey expliqua que Dunstan avait emmené Éclair pour le vendre et qu'après avoir conclu un marché, il avait stupidement suivi la chasse, provoquant ainsi l'accident. Godfrey ajouta qu'il espérait rembourser son père avec l'argent de la vente, mais l'accident avait ruiné ses plans. Le châtelain fronça les sourcils, soupçonneux. Pourquoi Dunstan avait-il besoin d'argent? Prenant une grande inspiration, Godfrey avoua une partie de la vérité. Fowler m'a bien donné les 100 livres que je lui devais. Mais Dunstan m'a tourmenté pour que je lui prête cet argent et j'ai été assez sot pour céder. Je comptais vous rembourser moi-même. Le visage du châtelain devint rouge de colère. Vous avez donné l'argent à Dunstan? Qu'est-ce que cela signifie, monsieur? Depuis quand êtes-vous son complice pour détourner mon argent? Êtes-vous en train de devenir un vaurien comme lui? Godfrey, déjà mal à l'aise, tenta de se justifier, expliquant qu'il n'avait jamais voulu détourner l'argent. Mais cette explication ne fit qu'attiser la colère de son père, qui lança avec mépris. « Il y a un mensonge là-dessous. Vous avez fait une bêtise et vous avez acheté son silence. Avouez, monsieur. » Pris de panique, Godfrey se contenta d'une réponse vague. « Il y avait une affaire entre nous. Cela ne concernait que lui et moi. » Le châtelain ricana, mais sa colère ne faiblit pas. « Eh bien, trouvez-le, qu'il s'explique sur ce qu'il a fait de cet argent. Je ne tolérerai pas ces manigances sous mon toit. S'il ne revient pas, il peut s'attendre à être déshérité. » Le ton changea soudainement lorsque le châtelain aborda le sujet de Nancy. « Et cette histoire de mariage avec la fille de l'ametteur, où en êtes-vous? Elle ne vous a pas dit non, n'est-ce pas? » Pris au dépourvu, Godfrey balbutia. « Non, mais je crois qu'elle est un peu fâchée contre moi en ce moment. Je préférerais m'en occuper moi-même. » Le châtelain grogna de dédain. « Vous êtes aussi inutile que votre mère. Vous n'avez pas de volonté. Si vous voulez l'épouser, dites-le-moi, et je réglerai ça. » Godfrey refusa poliment, craignant que son père ne parle à Monsieur Lamter et ne complique encore plus les choses. Il savait que son mariage secret avec Molly le rendait incapable d'envisager une union avec Nancy pour le moment. Après avoir ordonné à Godfrey de s'occuper de vendre la vieille jument de Dunstan, le châtelain conclut avec une menace. « Si je découvre que vous êtes aussi déloyal que votre frère, vous pouvez tous les deux quitter cette maison. » Godfrey quitta la pièce, partagé entre le soulagement d'avoir évité de dévoiler son mariage et l'angoisse croissante de voir son père découvrir la vérité. Il se réfugia, comme souvent, dans l'espoir que le hasard ou une chance inattendue viendrait résoudre ses problèmes. Pourtant, il savait au fond de lui que cette illusion ne ferait qu'empirer sa situation. L'affaire du vol chez Silas Marner continua d'agiter Ravelot, mais le mystère resta irrésolu. Le juge Malam lança une enquête autour d'un colporteur suspect, identifié par son teint basané, ses boucles d'oreilles et une boîte à amadou. Mais les recherches s'avérèrent infructueuses. Peu à peu, l'agitation s'estompa, laissant Silas seul face à sa perte. Dunstan Cass, disparu depuis l'incident avec le cheval éclair, ne suscita guère d'inquiétude. Il avait déjà disparu par le passé pour réapparaître comme si de rien n'était. Sa famille, habituée à ses escapades, ne s'étonna pas de son absence prolongée.
et le village suivit cet exemple d'indifférence. Même Godfrey, malgré sa connaissance des tendances irresponsables de son frère, ne fit aucun lien entre la disparition de Dunstan et le vol. L'esprit du jeune homme s'attachait plutôt à imaginer son frère dans quelques repères, vivant de combines douteuses et fomentant son retour pour causer des ennuis. La discussion autour du vol divisait les habitants de Ravelot. Certains, convaincus par l'indice de la boîte à Amadou, cherchaient une explication rationnelle, tandis que d'autres attribuaient le vol à des forces mystérieuses et inexplicables. Ces théories alimentaient les conversations dans les chaumières et à l'auberge de l'Arc-en-Ciel. Mais la vie quotidienne reprenait son cours, notamment avec l'approche de Noël. Silas, cependant, n'éprouvait aucune consolation dans l'effervescence festive. Privé de son or, il se retrouvait isolé dans une existence morne et dénuée de sens. Son travail au métier à tisser n'apportait plus aucune satisfaction, et ses soirées étaient plongées dans le silence pesant de sa chaumière vide. Malgré son isolement, le malheur de Silas éveilla une certaine bienveillance parmi les villageois. Des dons de nourriture et de paroles de consolation lui parvenaient, souvent empreints d'une maladresse involontaire. Monsieur Masset, l'ancien chantre, lui rendit visite pour lui prodiguer des conseils et lui recommander de se montrer plus sociable, notamment en assistant aux offices religieux. Silas, enfermé dans son désespoir, écoutait sans répondre, incapable de trouver du réconfort dans ses intentions bienveillantes. Une autre visite notable fut celle de Dolly Winthrop, une femme respectée pour sa bonté et sa dévotion. Accompagnée de son jeune fils Aaron, elle apporta des gâteaux au sein doux ornés de lettres pieuses, symbole de ses vœux de bonheur pour Silas. Elle tenta également de l'encourager à fréquenter l'Église, vantant les bienfaits spirituels des offices dominicaux et de la communion. Mais Silas, dont la foi avait été brisée depuis longtemps, resta imperméable à ces exhortations. À mesure que Noël approchait, le village s'animait. Les cloches sonnaient joyeusement et les maisons se remplissaient de festivités. Pourtant, Silas demeura seul. La neige tombante lui coupa la vue du monde extérieur, renforçant son isolement. Le jour de Noël, il resta près de son feu mourant, gémissant doucement dans la solitude de sa chaumière dépouillée. Les tentatives maladroites de réconfort de ses voisins n'avaient pas comblé le vide béant laissé par son trésor disparu. Pendant ce temps, la Maison Rouge, résidence des Casses, accueillait la réunion traditionnelle de Noël. Le repas familial, animé par les anecdotes et querelles habituelles, ne laissa aucune place à la mention de Dunstan. Tous se préparaient déjà pour la fête majeure, le bal de la veille du jour de l'an. Ce grand événement rassemblait la société de Ravelot et de Tarley dans une démonstration de faste et d'hospitalité, renforçant les liens sociaux et dissipant les tensions locales. Godfrey attendait ce bal avec impatience, car il espérait une chance de se rapprocher de Nancy Lammeter, dont il était secrètement épris. Mais cette attente joyeuse était entachée d'une angoisse croissante, celle du retour éventuel de Dunstan et de ses conséquences. Si son frère revenait, il pourrait dévoiler les secrets que Godfrey avait tenté de dissimuler, menaçant ses espoirs d'un avenir avec Nancy. Alors que le village s'emplissait de festivités, Silas restait prisonnier de son chagrin, et Godfrey, malgré les lumières de la fête à venir, ne pouvait se défaire de l'ombre de ses propres tourments. Le bal annuel de la Maison Rouge était l'événement le plus attendu de Ravelot, et cette année encore,
il promettait d'être grandiose. Mademoiselle Nancy Lamter, vêtue d'un manteau de voyage marron et coiffée d'un chapeau de castor, fit une entrée remarquée en arrivant en croupe derrière son père. Malgré l'austérité de sa tenue, elle rayonnait d'une beauté naturelle qui captivait tous les regards. Son père, grand et droit, la mena à la porte où M. Godfrey Cass l'attendait, prêt à l'aider à descendre. Une fois à terre, Nancy se sentit immédiatement troublée par la présence de Godfrey. Godfrey Cass, malgré ses intentions maladroites et ses hésitations passées, semblait déterminé à raviver l'intérêt de Nancy. Cependant, cette dernière, consciente de la réputation douteuse de Godfrey, ne pouvait ignorer les rumeurs qui couraient sur son compte. Elle avait maintes fois affirmé qu'elle ne l'épouserait pas, mais sa résolution était mise à rude épreuve à chaque fois qu'il se montrait attentif envers elle. À l'intérieur de la Maison Rouge, l'effervescence régnait. Les invités arrivaient les uns après les autres, chacun dans ses plus beaux atours. Les demoiselles Gunn, réputées pour leur élégance citadine, observaient mademoiselle Nancy avec une curiosité mêlée d'un soupçon de condescendance. Pourtant, même ces femmes de Litterly, habituées au cercle plus mondain, durent admettre que Nancy, avec sa robe de soie croisée couleur argent et son collier de corail, était d'une grâce inégalée. Sa sœur Priscilla, au caractère franc et jovial, fit irruption avec son enthousiasme habituel. Contrairement à Nancy, elle assumait pleinement son apparence simple et ses manières directes. Bien qu'elles portassent des robes identiques, Priscilla plaisantait sur le fait qu'elle ressemblait à un épouvantail comparé à la délicatesse de sa sœur. Cette autodérision fit sourire les demoiselles Gunn, mais souligna aussi leur manque de spontanéité face à l'honnêteté désarmante de Priscilla. Le bal débuta après le traditionnel thé où les convives s'étaient installés dans le salon lambrissé, décoré de houx et d'ifs. Nancy et Priscilla occupèrent des places d'honneur près de la famille Cass. Godfrey, bien qu'hésitant, finit par inviter Nancy pour la première danse, une tradition que le châtelain Cass ne manqua pas de souligner avec un enthousiasme bruyant. Le jeune homme semblait plus que jamais décidé à regagner la faveur de Nancy, mais son hésitation et son comportement passif-agressif trahissaient ses incertitudes. La danse, menée au son du violon de Salomon Massé, réunit jeunes et moins jeunes dans une ambiance animée. Le châtelain ouvrit les festivités avec Madame Crackenthorpe, suivie par le pasteur et d'autres figures notables du village. Les villageois présents en spectateurs échangeaient des commentaires sur les danseurs, louant la grâce de Nancy et critiquant doucement l'allure de Godfrey, qui, selon eux, avait encore à prouver sa valeur. Au milieu de la danse, un incident survint. La robe de Nancy, légèrement trop longue à l'arrière, fut accidentellement piétinée par le châtelain, provoquant une petite déchirure. Nancy, gênée, quitta la piste et demanda à Godfrey de l'accompagner jusqu'à une chaise où elle pourrait attendre sa sœur Priscilla pour réparer le dégât. Godfrey, voyant une opportunité de lui parler en privé, insista pour l'emmener dans le petit salon adjacent. Seul pour un bref moment, Godfrey tenta maladroitement d'exprimer ses sentiments. « Vous savez qu'une danse avec vous m'importe plus que tous les autres plaisirs du monde, » dit-il, espérant toucher le cœur de Nancy. Mais cette dernière, fidèle à ses principes, répondit avec froideur. « Je crois que ceux-là en ont le moins, qui commencent par mal agir. » Ces mots, bien que prononcés avec calme, révélèrent toute la déception qu'elle éprouvait envers lui. Godfrey, piqué au vif, tenta de se défendre, mais l'entrée soudaine de Priscilla mit fin à leur conversation. Priscilla, toujours franche et directe, ne manqua pas de commenter l'état de la robe de Nancy
avec une exclamation bruyante. « Mon Dieu, mon enfant, voyons cette robe !» Godfrey, malgré son désir de rester auprès de Nancy, ne put ignorer le regard déterminé de Priscilla, qui semblait vouloir protéger sa sœur de toute influence indésirable. Il quitta la pièce, non sans regret, laissant Nancy et Priscilla discuter en paix. Nancy, bien que troublée par les paroles de Godfrey, s'efforça de dissimuler son agitation. Elle savait que son cœur restait attaché à lui malgré tout, mais sa fierté et ses principes l'empêchaient de céder. Pendant ce temps, la fête continuait de battre son plein. Les couples dansaient sous la lumière des chandelles, et les éclats de rire résonnaient dans toute la maison rouge. La soirée, pour la plupart des convives, était une réussite éclatante. Un moment de joie partagée qui renforçait les liens entre les familles de Ravelot. Pour Godfrey et Nancy, cependant, cette soirée n'était qu'une nouvelle étape dans leur relation complexe, un mélange d'attirance et de malentendus. Tandis que Nancy retrouvait sa place dans la salle de bal, elle ne pouvait s'empêcher de repenser aux mots de Godfrey. Et lui, isolé dans ses pensées, ne pouvait ignorer le poids de ses propres erreurs et la crainte que l'avenir ne lui laisse jamais une seconde chance. Alors que Godfrey Cass passait du temps au bal avec Nancy, il oubliait volontairement son passé et les chaînes invisibles qui le liaient à son épouse secrète, Molly. Celle-ci marchait seule dans la neige, portant leur enfant contre son sein. Molly avait quitté son abri pour une quête teintée de vengeance. Elle comptait révéler son mariage à la famille Cass, exposant son enfant aux yeux de tous pour détruire la façade d'honorabilité de Godfrey. Molly avançait péniblement. La neige recouvrait les chemins, le froid mordait ses joues flétries et l'épuisement l'accablait. Elle s'était arrêtée plusieurs fois, espérant un répit dans la tempête, mais à chaque pause, sa détermination s'émoussait. L'opium, son sinistre compagnon, l'appelait dans sa poche. Elle lutta, mais finalement céda à l'appel insidieux de l'oubli. L'opium apaisa sa douleur, mais affaiblit ses forces, et Molly, sans s'en rendre compte, trouva un oreiller glacé dans un buisson enneigé, où elle s'effondra, tenant encore son enfant endormi. La petite fille aux boucles blondes se réveilla peu après. Ses yeux s'ouvrirent sur les étoiles qui scintillaient au-dessus d'elle. Un cri instinctif de « Mama » résonna, mais la mère ne répondit pas. L'enfant, attiré par une lueur dorée émanant d'une chaumière au loin, se releva maladroitement et marcha vers cette lumière. Ses petits pas incertains la guidèrent vers la maison de Silas Marner. Dans sa solitude, Silas Marner s'était réfugié dans ses habitudes répétitives. Il ouvrait régulièrement sa porte, scrutant l'obscurité, comme s'il espérait qu'un miracle ramène son trésor volé. Ce soir-là, il avait encore une fois laissé sa porte ouverte, mais une crise de catalepsie l'immobilisa sur le seuil. Lorsque Silas reprit conscience, il referma la porte, inconscient que quelque chose avait changé. En se retournant vers son foyer, il aperçut une lueur dorée sur le sol. Pendant un instant, il crut que son or était revenu, mystérieusement déposé là. Mais lorsqu'il tendit la main pour saisir ce qu'il croyait être des pièces précieuses, ses doigts rencontrèrent des boucles soyeuses et chaudes. Avec une stupéfaction indescriptible, Silas découvrit une petite fille endormie sur son vieux sac près du feu. Son cœur, longtemps desséché par la solitude, fut submergé par une vague de souvenirs. Il pensa un instant qu'il rêvait de sa petite sœur perdue. Mais le contact de l'enfant était bien réel. La chaleur du feu réchauffait les joues de la fillette et sa respiration douce
semblait apaiser la pièce. Silas, encore sous le choc, s'assit lourdement, cherchant à comprendre comment cet être fragile avait pu entrer chez lui sans qu'il s'en rende compte. Ses pensées dérivèrent vers son passé, réveillant des souvenirs de tendresse enfouis depuis des années. L'enfant se réveilla en pleurant, répétant doucement « Mama ». Silas, instinctivement, la prit dans ses bras, murmurant des paroles apaisantes qu'il ne comprenait pas lui-même. La petite chercha à se réchauffer, et Silas, maladroitement, lui prépara un bol de soupe tiède, adouci avec un peu de cassonade. Ces gestes hésitants firent sourire la fillette, qui se calma progressivement, captivée par le feu et les mouvements protecteurs de cet étranger. Lorsqu'elle se mit à marcher maladroitement dans la pièce, traînant son petit châle humide, Silas sentit une affection naissante. Il s'empressa de la suivre, craignant qu'elle ne tombe ou ne se blesse. Mais ce n'est qu'en retirant ses petites chaussures mouillées qu'il comprit qu'elle avait marché dans la neige pour arriver jusqu'à lui. Cette réalisation le poussa à chercher des réponses. Il ouvrit la porte et vit les petites empreintes dans la neige immaculée. Suivant ces traces, il arriva à un buisson isolé, où une silhouette immobile reposait. L'enfant dans ses bras s'écria à nouveau « Mama », tendant ses petites mains vers le corps étendu. Silas s'agenouilla pour examiner la femme, son cœur se serrant à la vue de cette figure tragique. Il reconnut rapidement qu'elle ne respirait plus. Molly était morte dans la neige, son voyage de vengeance interrompu par le froid et l'opium. La réalité frappa Silas avec une force inattendue. L'enfant n'avait plus de mère. La petite, inconsciente de la gravité de la situation, continuait à regarder Silas avec ses grands yeux bleus, cherchant réconfort et protection. Silas, submergé par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, prit une décision silencieuse. Cet enfant, arrivé à lui comme par un miracle, semblait être un cadeau de la destinée, un moyen pour lui de se reconnecter à la vie. La fête battait son plein à la Maison Rouge, entre danse et rire. Bob Cass, le jeune frère de Godfrey, exécutait son instrument avec une agilité qui ravissait leur père, le châtelain, tandis que Godfrey observait discrètement Nancy Lammetteur, perdue dans ses pensées. Il espérait bientôt avoir l'occasion de danser avec elle à nouveau, malgré les plaisanteries incessantes de son père sur le mariage. Mais tout à coup, un mouvement dans la foule attira son attention. Silas Marner venait d'entrer, portant un enfant dans ses bras. Le cœur de Godfrey bondit. Il reconnut immédiatement sa fille. Ce fut comme si un pan du secret qu'il avait tant cherché à enfouir venait d'éclater au grand jour. Tous les regards se tournèrent vers Silas, qui, haletant, annonça « Je viens chercher le docteur. J'ai trouvé une femme dans la neige, près de ma porte. Je crois qu'elle est morte. » Godfrey, blême, s'avança, incapable de rester à l'écart. Il sentit une peur grandissante. Molly, sa femme secrète, était-elle vivante ou était-elle morte, offrant une porte de sortie à ses mensonges? Pendant ce temps, le pasteur, M. Crackenthorpe, et l'oncle Kimball se rapprochèrent pour gérer la situation. « Calmez-vous, Marner, » dit le pasteur. « Expliquez-nous clairement. » Silas, encore sous le choc, décrivit comment il avait trouvé l'enfant près du corps inanimé d'une femme dans la neige. Les dames présentes, curieuses et touchées par la petite, vinrent l'examiner de plus près. Nancy elle-même demanda doucement à Godfrey « Qui est cet enfant ?» Godfrey répondit d'un ton forcé « Probablement la fille de cette femme. » Silas, cependant,
refusait catégoriquement de se séparer de l'enfant. « Elle est venue à moi, dit-il fermement. Je la garderai. » Ces paroles marquèrent un tournant. Alors qu'il parlait, Silas prenait conscience de l'attachement qui naissait en lui pour cette petite créature. L'idée de s'en séparer lui était insupportable. Il serrait la fillette contre lui, songeant qu'elle lui était envoyée pour combler le vide laissé par la disparition de son or. « Mais comment allez-vous faire, tout seul ?» demanda Madame Kimball, interloquée. « J'y veillerai, » répondit Silas, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Le docteur Kimball, bien qu'irrité d'avoir été interrompu dans ses jeux de cartes, sortit avec Silas pour examiner la femme trouvée dans la neige. Godfrey, sous prétexte d'aider, accompagna le groupe, son cœur tiraillé entre l'espoir et la culpabilité. Arrivé aux carrières, le docteur confirma que la femme était morte depuis plusieurs heures. Godfrey, luttant pour contenir ses émotions, demanda à la voir. En entrant dans la chaumière de Silas, il aperçut Molly, son épouse, allongée, le visage calme dans la mort. Malgré le soulagement de voir sa liberté potentiellement restaurée, il ne put s'empêcher de ressentir un pincement de regret et de culpabilité. Il se tourna alors vers Silas, qui tenait la petite fille sur ses genoux. Les grands yeux bleus de l'enfant se fixèrent sur lui, sans le reconnaître. Elle était calme, rassurée par la chaleur du foyer et la présence protectrice de Silas. Godfrey s'efforça de masquer son trouble. « Vous allez la garder ?» demanda-t-il. Silas répondit avec conviction. « Oui, elle est seule comme moi. » Godfrey glissa une pièce dans la main de Silas, lui murmurant qu'il souhaitait l'aider à subvenir aux besoins de la petite. Puis il quitta précipitamment la chaumière, rattrapant son oncle. Son esprit était en proie à un mélange de soulagement et de contradiction. La mort de Molly signifiait qu'il était enfin libre de poursuivre Nancy sans le poids de son secret. Mais le visage innocent de l'enfant restait gravé dans son esprit. De retour à la Maison Rouge, Godfrey se força à sourire et à reprendre sa place dans la fête. Il se convainquit que tout pouvait désormais rentrer dans l'ordre. Il veillerait à ce que la petite fille ne manque de rien, tout en laissant Silas s'en occuper. Quant à Nancy, il était maintenant libre de lui offrir tout son amour, sans entrave. Pourtant, quelque part au fond de lui, une voix murmurait que ce bonheur bâti sur un mensonge pourrait un jour se retourner contre lui. À Ravelot, l'enterrement de la femme découverte dans la neige, la mère de la petite fille recueillie par Silas Marner, passa presque inaperçu. Pour le village, cet événement n'était qu'une anecdote mineure. Mais pour Silas, il marquait un bouleversement majeur, l'arrivée de l'enfant, Epi, dans sa vie. Ce changement bouleversait son quotidien, jusqu'alors solitaire et obsédé par l'or. Silas avait décidé de garder l'enfant, suscitant un mélange de surprise et de curiosité parmi les habitants. L'idée qu'un vieil homme vivant seul puisse élever une fillette semblait incongrue. Pourtant, ce choix ne provoqua pas de moquerie, mais plutôt une vague de sympathie. Les villageois, particulièrement les femmes, se montrèrent attentifs à ce nouvel aspect de la vie de Silas. Parmi les femmes du village, Dolly Winthrop devint une alliée précieuse. Avec sa douceur et son bon sens, elle guida Silas dans les soins à apporter à l'enfant. Elle apporta un paquet de vêtements ayant appartenu à son fils Aaron et aida Silas à laver Epi, transformant la fillette en un petit être propre et éclatant de vie. Pour Silas, cette assistance, bien qu'appréciée, le confrontait à un dilemme. Il tenait à faire lui-même
tout ce qui concernait l'enfant, craignant qu'elle ne s'attache à d'autres s'il déléguait trop. « Elle doit m'aimer moi », expliqua-t-il à Dolly, inquiet. « Si je laisse quelqu'un d'autre s'occuper d'elle, elle pourrait ne pas s'attacher à moi. » Dolly, avec son expérience de mère, le rassura. « Elle est venue à vous, maître Marner, comme un petit rouge-gorge cherchant refuge. Prenez soin d'elle, et elle vous aimera comme personne d'autre. » Sous l'encouragement de Dolly, Silas décida de faire baptiser Epi. Ce fut un moment marquant, car cela l'amena pour la première fois à l'église, un lieu qu'il avait longtemps évité. Il ne comprenait pas entièrement les implications religieuses du baptême, mais il savait que c'était pour le bien de l'enfant. Lorsqu'il prononça son nom pour la cérémonie, Epi, un souvenir chaleureux de sa petite sœur disparue, lui traversa l'esprit. Ce fut aussi un pas vers une connexion plus profonde avec la communauté de Ravelot, qu'il acceptait désormais avec plus de bienveillance. Epi devint la lumière de la vie de Silas. À mesure qu'elle grandissait, elle transformait tout autour d'elle. Contrairement à l'or qu'il avait autrefois idolâtré et qui l'avait isolé, Epi était une force vivante qui nécessitait des soins constants. Son rire et ses gestes enfantins donnaient un nouveau sens à chaque instant. Silas se surprenait à s'émerveiller de détails qu'il n'avait jamais remarqués. Le chant des oiseaux, les fleurs dans les prairies ou la chaleur du soleil. Les promenades avec Epi devinrent des moments de bonheur pur. Silas l'emmenait au-delà des carrières, où elle cueillait des boutons d'or et s'amusait à bavarder avec les oiseaux. Lorsqu'elle tendait fièrement ses bouquets à papa, son cœur s'emplissait d'une joie qu'il croyait perdue à jamais. Ces moments simples, baignés de lumière et de rire, étaient pour Silas des trésors bien plus précieux que l'or qu'il avait perdu. Élever une enfant apportait aussi son lot de défis. Un jour, alors que Silas travaillait à son métier, Epi trouva le moyen de se libérer de la bande qui la retenait et sortit en cachette. Pris de panique, Silas la chercha frénétiquement, craignant qu'elle n'ait chuté dans les carrières. Il la retrouva finalement près d'un étang, joyeusement occupée à jouer avec de la boue. L'émotion de la retrouver saine et sauve fut si intense qu'il ne put se résoudre à la punir, malgré l'espièglerie évidente de la fillette. Dolly lui suggéra alors des moyens plus pratiques pour la discipliner, comme l'enfermer dans un charbonnier. Silas essaya, mais l'expérience tourna court. Epi trouva l'idée amusante et y retourna de son plein gré, transformant la punition en jeu. Silas abandonna rapidement l'idée de la discipliner sévèrement, préférant la protéger et lui offrir un cocon de douceur. Epi transforma aussi la manière dont Silas interagissait avec les autres. Partout où il allait, accompagné de la fillette, il rencontrait des sourires et des paroles bienveillantes. Les habitants de Ravelot, qui autrefois le regardaient avec méfiance, le voyaient désormais comme un père aimant et dévoué. Les enfants du village s'approchaient volontiers d'Epi, dissipant l'aura de solitude qui entourait Silas. Grâce à Epi, Silas commença à s'intéresser davantage à la vie du village. Il écoutait les conseils de Dolly et des autres, cherchant à comprendre comment offrir à la fillette une vie heureuse et pleine. Sa vision du monde s'élargit et il apprit à voir au-delà de lui-même, vers un futur où Epi jouerait un rôle central. Avec le temps, Silas réalisa que son amour pour Epi avait remplacé son obsession pour l'or. L'argent qu'il gagnait ne représentait plus une fin en soi, mais un moyen de prendre soin de la fillette. Chaque sourire, chaque éclat de rire d'Epi était une récompense bien plus précieuse que n'importe quel trésor matériel. Dans ce petit être lumineux,
Silas trouva non seulement une raison de vivre, mais aussi une rédemption. Épi, par sa simple présence, l'avait arraché à son isolement et ramené à la vie. En elle, il voyait non seulement une enfant à aimer, mais une force douce qui guidait son cœur vers un avenir plus radieux. Ainsi, sous le regard tendre des habitants de Ravelot, Silas Marner devint un homme transformé, et la petite Épi, avec son rire et sa joie, continua de tisser des liens qui enrichissaient à la fois leur vie et celle de ceux qui les entouraient. Godfrey Cass observait en silence l'épanouissement d'Épi, élevé par Silas Marner. À distance, il suivait l'évolution de cette petite fille aux boucles dorées, dont le rire résonnait parfois dans les prairies de Ravelot. Il ne pouvait pas se permettre de montrer plus qu'une bienveillance discrète, celle d'un châtelain attentif à ses voisins, car tout geste de plus risquerait de dévoiler son lourd secret. Il était le père d'Épi. Dans les rares moments où il croisait la fillette, il ressentait un mélange d'amour et de culpabilité. Il se convainquait que, malgré l'injustice de sa situation, elle était heureuse auprès de Silas. Il lui suffisait de la voir gambader pour se persuader qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. « Un jour viendra, se disait-il, où je pourrai améliorer sa vie sans attirer les soupçons. » Pourtant, une inquiétude sourde le hantait. Était-il juste qu'Épi vive sans connaître ses véritables origines? Devait-il un jour lui révéler la vérité? Mais à chaque fois que cette question s'imposait à lui, il la repoussait. Le bonheur d'Épi semblait entier, et son propre avenir prenait un tournant lumineux. La disparition de Dunstan Cass, son frère instable et manipulateur, avait levé un poids énorme des épaules de Godfrey. Personne ne savait où il était passé, et personne ne cherchait vraiment à le savoir. Les habitants de Ravelot supposaient qu'il s'était engagé dans l'armée ou qu'il vivait à l'étranger. Godfrey, quant à lui, voyait dans cette absence une bénédiction. Sans Dunstan, plus rien ne menaçait son fragile équilibre. L'ombre de son frère écartée, Godfrey pouvait enfin envisager une vie normale. Les rumeurs allaient bon train à Ravelot, car il passait de plus en plus de temps au Garenne, la demeure de Nancy Lametheur. Tout le monde s'accordait à dire que les noces étaient une question de temps. Godfrey lui-même, lorsqu'on le taquinait à ce sujet, se contentait de sourire, le cœur léger. « Je n'ai qu'à demander », pensait-il avec une confiance nouvelle. Dans son esprit, Godfrey dessinait un avenir radieux. Une vie auprès de Nancy, la femme qu'il avait toujours aimée, et des enfants partageant leur bonheur sous le toit des Garennes. Il imaginait une existence simple et paisible, loin des ombres du passé. Le secret d'Épi, il le conservait comme une pierre enfouie sous le sol, invisible mais pesante. « Je ferai ce qu'il faut pour elle, » se promit-il. « Elle sera toujours bien traitée, et Silas s'occupera d'elle comme il le fait déjà si bien. » Cette résolution, bien qu'honorable en apparence, était aussi une échappatoire. Reconnaître Épi signifierait renoncer à Nancy, et cela, Godfrey ne pouvait l'envisager. Cependant, cette tranquillité apparente n'était pas sans fissure. Parfois, l'image d'Épi, innocente et insouciante, s'imposait à lui avec une intensité douloureuse. « Suis-je vraiment un père ?» se demandait-il. Mais à chaque fois, il se rassurait en pensant qu'elle était heureuse, qu'elle n'avait pas besoin de lui, et qu'intervenir risquerait de bouleverser son propre bonheur à venir. Ce paradoxe, cet équilibre fragile entre responsabilité et désir personnel, faisait de Godfrey un homme tiraillé. Il croyait avoir trouvé une solution raisonnable à son dilemme,
veiller sur Épi de loin, lui assurer une vie décente, mais sans jamais révéler leur lien. Pourtant, quelque part dans son cœur, il savait que cette paix relative ne durerait pas éternellement. Un beau dimanche d'automne, 16 ans s'étaient écoulés depuis que Silas Marner avait trouvé son trésor près de son foyer, un matin d'hiver neigeux. La vieille église de Ravelot sonnait joyeusement la fin de l'office du matin. Par petits groupes, les paroissiens sortaient lentement, saluant leurs voisins et partageant des conversations amicales. Les plus riches du village sortaient les premiers, comme le voulait la coutume, tandis que les plus modestes attendaient leur tour, tout en adressant des signes respectueux aux notables. Parmi les membres de cette congrégation, il était facile de reconnaître Silas Marner. Ses grands yeux bruns, autrefois vagues, étaient devenus plus alertes et plus chaleureux, mais son dos voûté et ses cheveux blancs trahissaient les épreuves du temps. Auprès de lui, une jeune fille de 18 ans, Épi, marchait légèrement. Sa chevelure dorée refusait de rester disciplinée sous son chapeau, et son visage rayonnait de jeunesse et de douceur. Derrière eux, un jeune homme au costume neuf de futaine marchait à une distance prudente, cherchant un moment pour s'approcher. C'était Aharon Winthrop, fils de Dolly, dont l'affection pour Épi était connue de tous. La jeune fille, bien qu'elle feigne de ne pas le remarquer, semblait également attentive à sa présence. En s'éloignant de l'église, Épi s'adressa à son père avec enthousiasme. « Papa, je voudrais bien avoir un petit jardin comme celui de Madame Winthrop, avec des fleurs et des plantes odorantes, mais cela demanderait beaucoup de travail, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas que ce soit trop difficile pour vous. » Silas lui répondit doucement. « Rien n'est trop difficile pour toi, ma chérie. Si tu veux un jardin, je pourrais enclore un petit coin de terrain et y travailler un peu chaque matin avant de m'asseoir au métier. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cela plus tôt? »« Je peux aider, » s'écria Aaron s'approchant enfin. « Je viendrai demain matin pour commencer à bêcher, et je peux apporter de la bonne terre du jardin de Monsieur Cass. Je suis sûr qu'il ne verra aucun inconvénient. » Silas le remercia chaleureusement, bien qu'il insistât sur le fait de ne pas abuser de la générosité des Cass, qui avaient déjà été très bons envers eux. Depuis longtemps, M. Godfrey Cass, le maître de la Maison Rouge, les aidait généreusement. Il avait contribué à l'agrandissement de leur chaumière et leur avait fourni des meubles. Cette assistance était vue comme naturelle par les villageois, étant donné la dévotion de Silas envers Épi, qu'il avait élevé avec amour et abnégation. De retour à la chaumière, Épi déposa soigneusement son livre de prière et commença à préparer le déjeuner. Snap, leur terrier joyeux, et un chaton tigré s'élançaient dans tous les sens, animant la pièce de leur jeu. L'intérieur de la chaumière avait bien changé au fil des années. Les vieux meubles avaient été remplacés par des pièces plus solides et élégantes grâce à la générosité des Cass. Silas, bien qu'ému, observait ces scènes avec un bonheur tranquille. Son amour pour Épi était profond et il voyait en elle la preuve que la vie pouvait offrir des compensations inattendues aux douleurs passées. Après le repas, ils sortirent tous deux profiter du soleil automnal, accompagnés de leurs animaux fidèles. Assis sur un talus près de la vieille carrière, Épi posa une question qui surprit Silas. « Papa, si je devais me marier un jour, est-ce que je porterais l'alliance de ma mère ?» Silas resta pensif. Il savait qu'un jour viendrait où Épi envisagerait de se marier, mais il redoutait cette séparation inévitable. « As-tu pensé à cela ?» demanda-t-il doucement. « Oui, un peu. »
Aaron m'en a parlé. Il dit qu'il aimerait que nous nous marions, mais il veut qu'on vive tous ensemble, avec vous. Il ne veut pas que je vous quitte, papa, et cela m'a fait plaisir. » Silas, touché par cette attention, lui répondit: « Épi, je ne voudrais jamais te retenir si tu trouvais le bonheur dans cette union. Aaron est un bon garçon, et sa mère, Dolly, nous aime tous deux, mais nous demanderons à ta marraine ce qu'elle en pense. » Épi acquiesça avec un sourire. Elle savait que son bonheur était lié à celui de Silas, et elle voulait s'assurer que toute décision prise serait bonne pour eux deux. Épi était pleine de projets pour leur jardin. Elle voulait enclore le buisson de genêt près de la carrière et y planter des fleurs comme des perce-neige et des crocus. Silas, bien que soucieux de son âge et de ses forces déclinantes, s'engagea à l'aider autant qu'il le pourrait. Ils parlèrent longuement, Silas partageant des souvenirs du passé et Épi l'écoutant avec attention. Elle connaissait l'histoire de sa mère et comment elle avait été trouvée dans la neige, mais elle ne ressentait aucun besoin de chercher plus loin. Pour elle, Silas était son vrai père, celui qui l'avait aimé et élevé avec tendresse. Ensemble, ils regardèrent le soleil descendre lentement derrière les arbres, remplis de gratitude pour le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Leur avenir, bien que parsemé d'incertitudes, était éclairé par l'amour qu'ils partageaient, un amour qui avait transformé leur chaumière en un véritable foyer. Silas Marner et Épi étaient assis sous un grand hêtre à l'ombre de ses feuilles découpées. Tandis qu'ils échangeaient des paroles affectueuses, ailleurs dans le village, une autre scène familiale se déroulait. À la Maison Rouge, Nancy Cass et sa sœur Priscilla discutaient après le repas du dimanche. Priscilla, fidèle à son style direct, réfutait les arguments de Nancy qui voulait retenir leur père, Monsieur Lamter, pour le thé. Papa prendra un meilleur repos dans le cabriolet pendant le trajet jusqu'aux Garennes, affirma-t-elle. Nancy, toujours douce et persuasive, proposa une promenade dans le jardin avant leur départ. Sous le soleil d'après-midi, les deux sœurs déambulaient le long des haies bien taillées et des pelouses verdoyantes. Priscilla appréciait le soin que Nancy apportait à sa maison et à son jardin, mais elle avait une opinion bien arrêtée sur ceux qui occuperaient l'esprit de sa sœur. « Une laiterie, ma chère. Il n'y a rien de tel pour passer le temps. Quand on lutte avec le beurre qui refuse de prendre, même l'hiver devient plus intéressant. » Nancy, toujours douce, acquiesça avec un sourire, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à son mari, Godfrey, et à ceux qui pesaient sur son cœur, l'absence d'enfant. Elle tenta de justifier son mari à sa sœur. C'est naturel qu'il soit déçu. Un homme travaille pour l'avenir et espère voir ses enfants grandir. Cela le touche plus que moi. Ces hommes, répliqua Priscilla, toujours à se plaindre, incapables d'apprécier ce qu'ils ont. Nancy détourna la conversation avec douceur, mais les mots de Priscilla laissèrent une trace. Plus tard, après le départ de Priscilla et de leur père, Nancy s'assit dans le salon, la Bible de Mans ouverte devant elle. Ses pensées vagabondèrent rapidement vers ses souvenirs et ses doutes. Depuis son mariage avec Godfrey, leur vie était marquée par un manque silencieux, celui d'un enfant. Elle revit les discussions qu'ils avaient eues des années auparavant au sujet de l'adoption d'un enfant. Godfrey avait suggéré d'accueillir Épi, alors âgée de 12 ans, dans leur foyer. Mais Nancy avait fermement refusé. « C'est aller à l'encontre de la Providence », avait-elle expliqué. Elle craignait que ce choix ne soit une cause de malédiction pour leur famille. « Nous devons accepter ce que le destin nous refuse, disait-elle,
convaincu que tout désir de contourner la volonté divine conduirait à des malheurs. Godfrey, bien qu'affligé par cette décision, avait respecté la volonté de sa femme. Nancy admirait cette retenue chez lui et s'efforçait de compenser son refus par une affection inébranlable. Mais elle savait que le manque d'enfants restait une blessure ouverte pour son mari, une douleur qu'elle ne pouvait guérir. Godfrey, de son côté, se sentait de plus en plus accablé par sa culpabilité. Le souvenir d'Eppie, fruit d'un mariage secret et malheureux, hantait ses pensées. Il se reprochait de ne pas avoir réparé son erreur en revendiquant son rôle de père. Mais comment révéler ce secret à Nancy, après tant d'années de silence? Pendant que Nancy se perdait dans ses réflexions, une agitation inhabituelle sembla troubler la soirée tranquille. La servante, Jeanne, entra avec le thé, rapportant qu'une foule se dirigeait rapidement dans une même direction. Nancy, inquiète, alla à la fenêtre, espérant le retour de Godfrey. Le cimetière voisin était baigné dans la lumière douce du crépuscule, mais cette beauté paisible ne suffisait pas à apaiser son anxiété. « J'espère qu'il n'est rien arrivé », murmura-t-elle en silence, attendant le retour de son mari avec une crainte diffuse. Nancy attendait anxieusement le retour de son mari, Godfrey. Quand il entra enfin dans la pièce, son visage pâle et ses mains tremblantes firent naître une inquiétude profonde en elle. Il s'assit lourdement, son air grave annonçant des nouvelles troublantes. « Nancy, asseyez-vous, j'ai quelque chose d'important à vous dire, » commença-t-il, la voix tremblante. Nancy, bien que terrifiée par ce qu'elle allait entendre, s'assit calmement. Godfrey lui expliqua alors ce qui venait d'être découvert. Le corps de son frère Dunstan avait été retrouvé dans la carrière asséchée, là où il avait disparu 16 ans auparavant. Avec lui se trouvaient les objets volés à Silas Marner, prouvant que Dunstan avait été le voleur de l'or du tisserand. Nancy écouta en silence, son visage pâle mais maîtrisé. Elle était choquée par la honte que cet événement faisait peser sur leur famille, mais son mari n'avait pas fini. Godfrey hésita un instant, puis se lança dans une confession encore plus lourde. « Nancy, » dit-il lentement, « il y a autre chose que je dois vous dire, quelque chose que j'ai gardé secret pendant trop longtemps. Cette femme, la mère d'Eppie, que Silas Marner a trouvée morte dans la neige, c'était ma femme, et Eppie est ma fille. » Nancy demeura immobile, la surprise et la douleur inscrites sur son visage. Elle mit quelques instants à digérer la révélation, puis, d'une voix calme, elle répondit « Si vous m'aviez dit cela il y a 6 ans, Godfrey, nous aurions pu faire ce qu'il fallait pour elle. Croyez-vous que je l'aurais refusée si j'avais su qu'elle était votre fille ?» Godfrey sentit alors tout le poids de son erreur. Il avait sous-estimé la compréhension et la droiture de Nancy. Ses tentatives de cacher la vérité, motivées par la peur de perdre son amour, avaient créé un fossé plus grand encore entre eux. Mais Nancy ne s'attarda pas sur la trahison. Ses pensées se tournèrent vers ce qu'ils auraient pu construire ensemble si la vérité avait été révélée plus tôt. « Nous aurions pu lui donner une vie différente, » murmura Nancy, les larmes aux yeux. « Et vous auriez été plus heureux. » Godfrey, accablé par le remords, tenta de se justifier. « Mais vous ne m'auriez jamais épousé si je vous l'avais dit alors, Nancy. Vous n'auriez pas supporté le scandale. » « Je ne saurais dire ce que j'aurais décidé, Godfrey, mais rien ne justifie qu'on cache la vérité, » répondit-elle doucement. Malgré la douleur qu'elle ressentait, Nancy montrait une étonnante sérénité.
Elle n'en voulait pas à son mari pour le mal qu'il lui avait causé, mais elle ne pouvait ignorer la faute commise envers Eppie. Quand Godfrey proposa d'adopter Eppie immédiatement, Nancy accepta avec résignation, bien qu'elle sût que cette adoption, tardive, ne pourrait jamais réparer complètement les torts passés. « Nous irons ce soir, » conclut Godfrey, déterminé à enfin affronter ses responsabilités. Nancy acquiesça. Leur décision prise, le couple se prépara à rencontrer Silas et Eppie, bien conscient que cette démarche changerait leur vie à jamais. Dans la petite chaumière de Silas, la soirée était empreinte d'une atmosphère étrange. Silas et Eppie étaient assis près de l'âtre, entourés d'un calme profond. Sur la table, l'or retrouvé, jadis le seul amour de Silas, était disposé en piles régulières. Il avait raconté à Eppie comment, autrefois, cet or comblait le vide de son existence, avant qu'elle n'arrive pour transformer sa vie. « Tout d'abord, je pensais que tu pourrais reprendre la forme de cet or, » murmura Silas. « Mais rapidement, j'ai compris que rien ne pouvait remplacer tes petits doigts et ta voix. Tu étais ma bénédiction. » Eppie serra les mains de son père adoptif avec tendresse. « Sans toi, j'aurais été envoyé à l'asile, papa. Toi seul m'as aimé. » Silas esquissa un sourire empreint d'émotion. « C'est toi qui m'as sauvé, ma fille. » Un coup frappa à la porte, interrompant leur moment. Eppie se leva, son visage s'éclairant d'une rougeur timide lorsqu'elle aperçut Monsieur et Madame Cass. Avec une révérence respectueuse, elle les invita à entrer. Nancy, pâle et tremblante, observa Eppie avec un intérêt sincère. Godfrey prit la parole avec hésitation. « Marner, je suis heureux que vous ayez retrouvé votre argent. Je regrette profondément que ma famille soit liée à ce vol, mais aujourd'hui, nous sommes venus pour parler d'Eppie. » Silas écoutait, mal à l'aise, tandis que Godfrey poursuivait. « Madame Cass et moi n'avons pas d'enfants. Nous voudrions adopter Eppie, la traiter comme notre propre fille. Nous vous promettons qu'elle sera heureuse et que vous ne serez jamais oubliés. » Silas resta silencieux un moment, partagé entre l'angoisse et le doute. Finalement, d'une voix tremblante, il se tourna vers Eppie. « Parle, mon enfant. Si c'est ton bonheur, je ne m'y opposerai pas. » Eppie s'avança alors, les joues rouges. « Merci, monsieur et madame, pour vos offres. Mais je ne peux pas quitter mon père, il m'a tout donné, et je ne désire rien de plus que de rester auprès de lui. » Silas, ému, saisit la main de sa fille avec force. Nancy, les yeux humides, tenta une dernière fois d'intercéder. « Ma chère, n'oublie pas que tu as aussi des devoirs envers ton père légitime. » Godfrey, reprenant courage, déclara « Eppie, je suis ton père. C'est mon devoir de te reconnaître et de prendre soin de toi. » Eppie, pâle, regarda Silas avec une résolution claire. « Vous avez peut-être des droits, monsieur, mais mon père est celui qui m'a élevé. Je resterai avec lui. Je ne peux pas imaginer un bonheur qui le laisserait seul. » Godfrey baissa les yeux, incapable de répondre. Nancy essaya d'apaiser la situation. « Nous reviendrons, Marner, pour discuter à nouveau. » Mais le regard déterminé d'Eppie et la main ferme de Silas indiquaient que leur décision était prise. Tandis que les Cass quittaient la chaumière, le lien entre Silas et Eppie semblait plus fort que jamais. Sous un ciel étoilé, Nancy et Godfrey retournèrent à la Maison Rouge en silence, chacun perdu dans ses pensées. Dans le salon éclairé d'une lueur tamisée, Godfrey s'effondra dans un fauteuil,
son visage marqué par une lourde réflexion. Nancy, après avoir retiré son châle et son chapeau, se plaça à ses côtés, son amour et son inquiétude lisibles dans ses gestes. Elle ne voulait pas le quitter, mais hésitait à parler, de peur de raviver une douleur encore fraîche. Enfin, Godfrey tourna les yeux vers elle. Leurs regards se croisèrent, échangeant un mélange de réconfort et de douleur. Nancy posa doucement sa main sur celle de son mari et il murmura « C'est fini ». Elle répondit par un baiser léger, puis dit doucement « Oui, je crains que nous ne puissions plus espérer qu'elle devienne notre fille. Nous ne pouvons pas la contraindre à quitter ceux qu'elle aime. » Godfrey hocha la tête, sa voix ferme tranchant avec sa nature habituellement hésitante. « Il est trop tard, Nancy. J'ai attendu trop longtemps et les conséquences sont irréversibles. Marner avait raison. Une bénédiction rejetée échoue dans les bras d'un autre. J'ai menti en prétendant ne pas vouloir d'enfant, et maintenant c'est la vérité qui m'impose cette réalité. » Nancy, bien que touchée par ces paroles, hésitait à évoquer la vérité auprès de son entourage. « Vous ne direz rien à papa ni à Priscilla, n'est-ce pas? Cela ne ferait que leur causer du chagrin. » Godfrey acquiesça. « Non, cela restera entre nous. Je mentionnerai tout dans mon testament. Mais pour l'instant, je dois veiller à ce qu'Eppie soit heureuse dans la vie qu'elle a choisie. » Une idée lui vint alors. « Son fiancé, c'est Aaron Winthrop, n'est-ce pas? Je l'ai vu avec elle et Marner après l'église. » Nancy confirma avec douceur. « Oui, c'est un jeune homme sobre et travailleur. Il semble bien convenir à Eppie. » Godfrey soupira. « C'est une belle et charmante jeune fille, Nancy. Elle a mes cheveux et mes yeux. Comment ai-je pu être aveugle à cette ressemblance jusqu'à aujourd'hui? » Nancy, émue, répondit « Peut-être n'aviez-vous jamais voulu regarder la vérité en face. » Godfrey continua, sa voix teintée de regret. « Elle me déteste maintenant, Nancy. Je l'ai vue dans ses yeux après ma confession. Elle ne pourra jamais comprendre tout ce qui s'est passé et elle m'imagine pire que je ne suis. C'est là une partie de mon châtiment, que ma propre fille me regarde avec aversion. » Nancy, malgré sa compassion, ne chercha pas à atténuer la culpabilité de son mari. Elle savait que ce remords faisait partie de la réparation. Godfrey ajouta, sa voix tremblant légèrement, « Et pourtant, malgré tout, je vous ai eue, Nancy. Vous êtes la seule bénédiction qui me soit restée. Mais j'ai murmuré, j'ai été mécontent. J'ai oublié à quel point j'étais chanceux. » Nancy posa une main ferme sur celle de Godfrey. « Vous n'avez jamais failli à votre devoir envers moi. Si seulement vous pouviez accepter ce que le destin nous a donné. » Un sourire triste effleura les lèvres de Godfrey. « Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour cela, Nancy. Mais pour d'autres choses, quoi qu'en dise le proverbe, le temps est irrémédiablement passé. » Le lendemain matin, au petit déjeuner, Silas annonça à Eppie « Il y a longtemps que je veux retourner dans mon ancien pays, la ville où je suis né. Maintenant que l'argent nous est revenu, nous pouvons le faire. Nous partirons demain. » Eppie, surprise, demanda « Pour aller où, père ?»« À la cour de la Lanterne. Je veux revoir le pasteur, monsieur Paston, et découvrir si mon innocence dans l'affaire du vol a été prouvée. Je veux aussi parler de la religion de ce pays. Il pourrait y avoir des lumières que nous ignorons. » Eppie, enchantée par l'idée d'un voyage, pensa aussi avec plaisir à tout ce qu'elle pourrait raconter à Aaron à leur retour. 4 jours plus tard, Silas et Eppie, habillés de leurs plus beaux vêtements, parcouraient les rues bondées et bruyantes de la grande ville manufacturière. Mais Silas, perdu au milieu des changements de la ville après 30 ans, peinait à retrouver son chemin.
À chaque coin de rue, ils demandaient des indications, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la rue de la prison. Silas, enfin certain d'être dans sa ville natale, murmura « Voici la maison d'arrêt. Maintenant, nous prenons la 3e rue à gauche. » Mais les ruelles étroites et malodorantes frappèrent Epi d'effroi. « Comme cet endroit est sombre, » s'écria-t-elle, « je suis heureuse que nous vivions à Ravelot. » Silas, lui-même troublé par ces changements, répondit « Cela me semble étrange à moi aussi maintenant, mais autrefois c'était ma maison. » Ils avancèrent encore, suivant les souvenirs de Silas. Cependant, lorsqu'ils atteignirent l'endroit où se trouvait la cour de la lanterne, Silas s'immobilisa, le visage livide. « Elle a disparu, Epi, » dit-il, les mots chargés de désespoir. À la place de la cour se dressait une grande manufacture, toute trace de son ancienne vie. La chapelle, les maisons, avaient été effacées. Epi, inquiète pour son père, l'entraîna dans un petit magasin voisin pour qu'il s'assoie, mais ni le marchand ni les passants ne purent lui donner des nouvelles des habitants de la cour ou de M. Paston. Dépité, Silas réalisa que tout ce qu'il avait espéré trouver avait disparu. De retour à Ravelot, Silas expliqua à Dolly Winthrop « Toute la cour a été détruite. Mon ancienne vie est perdue, et je ne saurai jamais si mon innocence a été reconnue. Tout cela est resté obscur pour moi. » Dolly répondit calmement « Oui, maître Marner, c'est souvent ainsi. Beaucoup de choses restent obscures pour nous, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de raison derrière tout cela. Vous avez été cruellement éprouvé, mais cela avait un sens, même si nous ne le comprenons pas. » Silas hocha la tête. « Depuis que l'enfant m'a été envoyé et que j'ai appris à l'aimer, j'ai eu assez de lumière pour croire. Maintenant qu'elle m'a promis de ne jamais me quitter, je crois que je garderai cette confiance jusqu'à la fin. » Le printemps à Ravelot était une période propice au mariage, lorsque les lilas et les ébéniers en fleurs illuminaient les jardins. C'était sous ce ciel bienveillant qu'Epi et Aaron s'unirent. Epi portait une robe légère, blanche parsemée de petites fleurs roses, un choix qu'elle avait rêvé depuis longtemps. À son bras, Aaron rayonnait de fierté, tandis que de l'autre côté, Silas, son père, marchait, ému et fier. « Vous ne me donnerez pas, père ?» lui avait dit Epi en souriant avant de partir pour l'église. « Vous prendrez seulement Aaron comme fils. » Dolly Winthrop et son mari complétaient le cortège nuptial simple mais heureux, et tous les regards du village étaient tournés vers eux alors qu'ils descendaient la route vers l'église. Même mademoiselle Priscilla Lamter et son père, arrivés par hasard à Ravelot, s'arrêtèrent pour admirer la scène. Priscilla, en regardant Epi et Silas, confia à son père: « J'aurais souhaité que Nancy ait trouvé une fille comme Epi à élever. Cela aurait illuminé la Maison Rouge. »« Oui, ma chère, » répondit monsieur Lametteur. « À notre âge, on a besoin de jeunes visages autour de soi pour raviver la lumière du passé. » Non. Nancy, qui accueillait ses proches à la Maison Rouge, sourit doucement en voyant passer le cortège, bien que son esprit fût empreint de mélancolie. Godfrey, quant à lui, était absent, retenu par des affaires importantes. Sur le chemin de l'église, ils firent un détour pour saluer le vieux monsieur Massey, assis devant sa porte. Trop âgé pour assister au repas de noces, il leur réservait pourtant un discours réfléchi. « Eh bien, maître Marner, j'ai vécu pour voir mes paroles se réaliser. C'est moi qui ai dit que vous retrouveriez votre argent et que vous aviez bon cœur.
Vous avez été un père pour cet enfant. Que la bénédiction vous accompagne. » Silas serra sa main, ému, avant que le cortège ne continue. À l'auberge de l'Arc-en-Ciel, où se tiendrait le repas de noces, les invités s'étaient déjà rassemblés. Ils parlaient de l'étonnante histoire de Silas, du trésor retrouvé, mais surtout de la bénédiction qu'il avait reçue en adoptant Épi. Même les plus sceptiques, comme le maréchal, s'accordèrent à dire que Silas méritait tout son bonheur. Lorsque le cortège nuptial arriva enfin, une salve d'acclamations chaleureuses éclata. Ben Winthrop, l'esprit jovial, accueillit tout le monde avec ses plaisanteries habituelles. Épi et Aaron prirent place parmi les invités, entourés de sourires et de félicitations. Épi et Silas avaient choisi de rester aux Carrières, malgré les propositions de déménager dans une maison plus grande. Monsieur Cass avait fait agrandir leur jardin et améliorer leur demeure, mais rien n'aurait pu convaincre Silas et Épi de quitter leur petit coin de bonheur. Le jardin, éclatant de fleurs, semblait répondre à la joie des cœurs unis. Tandis qu'ils rentraient chez eux après la célébration, Épi s'arrêta devant leur maison, rayonnante. Elle tourna un regard plein d'amour vers Silas. « Mon père, quelle jolie demeure nous avons. Je ne crois pas qu'on puisse être plus heureux que nous. » J'espère que vous avez aimé cette histoire. Je vous dis bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.